Le caractère ne peut être développé qu'à travers l'expérience de la souffrance et de l'épreuve. Cette citation, celle d'Hélène Keller, écrivain qui a surmonté la cécité et la surdité pour nous apporter cette citation. Elle transmet l'idée que les moments difficiles nous aident à développer notre caractère, à devenir des personnes plus fortes, plus résilientes et ainsi briller par le bien que nous allons transmettre à ce monde. Madame la Présidente, chers membres du jury, cher public, chères contradictrices, est-ce devant le pire que le bien prend toute sa valeur? Le pire, le bien. Une option très abstraite au final. Le pire, nous pouvons le conceptualiser comme la chose la plus fâcheuse, la plus ennuyante, peut-être la plus dommageable qui puisse arriver. Sa particularité, c'est qu'il se définit en fonction de chacun. Le pire d'une personne ne sera pas forcément le pire d'une autre. De même que le bien. Qu'est-ce que le bien? Si je vous interrogeais chacun en vous demandant « qu'est-ce que le bien ?» Je pense que j'aurais une infinité de réponses qui correspondent à votre perception du monde, vos croyances, peut-être même votre culture ou votre religion. Mais d'un commun accord, nous pouvons affirmer simplement que le bien correspond à une vertu, à un idéal à atteindre, utopique pour certains, atteignable pour d'autres. Le dernier terme du sujet, celui de valeur, est en réalité tout l'enjeu de cette plaidoirie. Il présuppose que le bien prend toute sa valeur devant le pire. La vertu va particulièrement rayonner face au pire. Finalement, ce conflit entre pire et bien se décompose en deux axes. Le premier axe, l'axe commun, va plutôt nous démontrer que le bien est une vertu qui brille de par sa rareté. Le second axe, plus personnel, correspond à une perception. Et la perception que j'ai choisie, c'est celle du bien comme surmontant le pire étant l'adversité. Commençons donc par le premier axe. Le bien prend sa valeur face au mal de par sa rareté. Ce qu'on définit comme le bien, de façon commune, c'est une vertu relative à l'excellence. La première image, du moins, serait peut-être celle-ci. Mais raisonnons en termes de valeur. Parce que finalement, ce qui crée la valeur d'une chose, c'est sa rareté. Le diamant est précieux parce qu'il existe en exemplaires très limités. Dans un monde avec une infinité de diamants, il perdrait tout de suite sa valeur. C'est exactement la même chose avec le bien. Le bien est un diamant brut qui doit être poli, sculpté pour que le meilleur résonne. Et dans un monde ne prônant pas la noblesse d'esprit, mais plutôt l'égoïsme, l'individualisme, c'est ici qu'avoir le bien en nous, c'est le laisser prendre de sa valeur, et ce, en contraste avec le pire. C'est par exemple dans un monde violent, passé certes, mais violent, où la persécution et le mépris des Indiens étaient la plus grande, où ces derniers n'avaient aucune indépendance, qu'un homme non violent, non méprisant, a su leur apporter. Vous l'aurez deviné, cet homme, qui se distingue par sa citation « œil pour œil finira par rendre le monde aveugle », c'est Gandhi. Mais si Gandhi vivait dans un monde sans violence, sans colonisation, sans rien, dans le meilleur des mondes, on aurait oublié Gandhi. On l'aurait oublié puisque ses actes auraient été exactement ceux de son voisin. C'est là où je me dois d'apporter une nuance. Le bien, c'est la vertu. Nous l'avons compris, c'est l'idéal à atteindre. Mais il se distingue de l'action de faire le bien. Faire le bien, c'est le chemin qui va nous mener à la vertu. Et c'est ce chemin qui vient ternir l'idéal du bien. C'est là où les nuances commencent à apparaître.
Machiavel disait à ce sujet « Le choix est rarement entre le bien et le mal, mais entre le pire et le moindre mal. » Le philosophe nous dit ici que la plupart de choix ne sont pas manichéens, blancs comme neige ou noirs comme ébène. Non, ce sont des nuances de gris, plus ou moins claires, plus ou moins foncées. Là est le commun des mortels. Là se situe la plupart de nos choix. Mais l'idéal doit être atteint, être poursuivi. Lorsque nous avons l'opportunité de faire le bien, le choix de la vertu est évident, et nous savons très bien quel est le bon choix. Le diamant rayonne, sa lueur nous éclate la rétine. Et de la rareté de ce choix en réside une valeur bien particulière. Lorsque nous pouvons faire le bien, décider autrement qu'entre bien et mal, c'est là que le choix paraît tout de suite très évident. Alors pourquoi ? Pourquoi ne pas embrasser pleinement le bien, me direz-vous ? C'est vrai. Mais ce n'est pas parce que nous disposons du bon chemin que nous allons forcément l'emprunter. Car le chemin du bien, c'est un chemin sinueux, bourré d'embûches. Et au contraire, le chemin du vice est plus confortable, et il est donc plus facile de s'y engouffrer. Le bien est un choix rare, nous dit Machiavel. J'ajouterais même qu'il est difficile et il paraît même insurmontable. Mais lorsque nous voyons ce bien, lorsque nous voyons ce chemin, que nous décidons de l'emprunter, nous rayonnons bien plus que la personne ayant pris le choix facile. Emprunter le chemin de la vertu, c'est un chemin hardi, mais qui nous permettra de nous distinguer de ceux qui ne l'ont pas fait. Bon, après avoir frôlé les contours d'une notion bien abstraite, passons maintenant à quelque chose de plus concret. Passons à un axe personnel. Le pire se définit finalement en fonction de notre propre référentiel de valeur. Le pire, c'est aussi ce qu'on décide de ce qui sera pire. Le pire pour une personne ne sera pas le pire pour une autre personne. Il est inspiré de nos propres valeurs et de notre propre éducation. C'est donc dans ce souci de définition que je m'en remets à Nietzsche, qui a une vision bien particulière du bien et du mal. Ce dernier perçoit le monde comme des rapports de force où l'on sort soit vainqueur, soit vaincu, soit dominant, soit dominé. Et il nous compare le pire à l'adversité, la souffrance qui en découle à une épreuve qui va mettre à mal notre parcours pour devenir vertueux. Ainsi, s'imprégner de ce bien unique et rare, de même que s'imprégner de cette souffrance pour se relever, c'est remporter cette confrontation entre pire et bien. Et pour comprendre mieux cela, il est temps de se mettre dans la peau d'un prophète. Ainsi parlait Zarathustra. Voici, je vous enseigne le surhomme. L'homme est quelque chose qui doit être surmonté. Il est cet éclair, il est cette folie. Il est une corde tendue entre la bête et le surhomme. Ce qu'il y a de grand dans l'homme, c'est qu'il est un pont et non un but. L'image de la corde et du pont. C'est une image magnifique. Nous sommes tous cet équilibriste jonglant entre la vertu et le vice, parcourant notre corde tendue entre le pire et le bien. Pour Nietzsche, ce bien est représenté par le surhomme. Le surhomme qui est le dépassement de nos instincts les plus primitifs. Le surhomme vainc l'adversité, fait face à l'épreuve du pire et devient ainsi meilleur. Il est l'idéal nietzschéen. Il est le bien et même la perception du bien, selon Nietzsche. Mais cette valeur n'est pas partagée par tous. En effet, quand Zarathustra eut dit ces mots, il considéra de nouveau le peuple et dit à son cœur : « Les voilà qui rigolent. Ils ne me comprennent pas. Je ne suis pas la bouche qu'il faut à leurs oreilles. Je m'en vais donc leur enseigner ce qu'il y a de pire, ce qu'il y a de plus méprisable. J'ai nommé le dernier homme. » Et soudainement, la foule écouta ce que Zarathustra avait à dire. « Donne-nous ce dernier homme, ô Zarathustra! Rends-nous semblables à ce dernier, et nous te tiendrons quitte du surhomme. »
La foule ne voulait pas entendre parler du bien, ni du surhomme. Elle voulait s'enfermer dans le pire. Nietzsche raconte comment la foule, souillée du pire qui puisse exister, n'a pas su comprendre l'enseignement de Zarathustra. Elle ne voulait entendre que le pire, ce qui fait obstacle à l'expression de la reconnaissance de la valeur du bien par Nietzsche. Nous avons tous ce choix, comme vous pouvez le constater. Le choix de reconnaître et d'exprimer le bien lorsque le pire se trouve à notre porte. Mais nous avons aussi le choix de nous en détourner. C'est lorsque l'on a tout perdu que l'on est libre de faire ce qu'on veut. Cette phrase vient de Fight Club. Tyler Durden, le personnage principal, vient nous dire que nous sommes libres à la fois de propager le pire, mais à la fois de surpasser le pire, et ce, par le dépassement de la matérialité, du cadre imposé par notre société consumériste afin de devenir un homme libre. Mais pour devenir cet homme, il faut avant tout surpasser sa matérialité et sa propre condition. Tel sera le parcours initiatique du narrateur. Dans les deux cas, il s'agit de la liberté de l'individu face aux contraintes morales et sociales. Pour Tyler, c'est la liberté de se détacher des conventions et de trouver sa propre liberté, son propre équilibre intérieur. Pour Nietzsche, c'est la liberté de créer de nouvelles valeurs et de transcender les idéaux moraux actuels. Alors nous sommes libres de propager ce pire, de l'embrasser. La liberté nous est offerte de nous tourner vers le pire, surtout lorsque l'on a tout perdu. Mais nous sommes également libres de dépasser cette condition, de rayonner, de faire ce qui est en accord avec notre propre notion du bien. C'est de cette liberté que le choix de suivre son propre bien prend toute sa valeur, tout son sens. Si nous sommes en adéquation avec notre vision du bien, nous rayonnons telle une étoile au-dessus des cieux, car nous sommes en accord avec nous-mêmes, nos valeurs et notre perception du bien. Mais lorsque nous avons conscience du pire, et que malgré tout, nous décidons de nous y engouffrer, nous sommes un individu de plus ayant suivi la voie du pire. Vous constatez donc que lorsque le bien est entouré du pire, il en est sublimé de plus belle. Finalement, c'est à vous de voir si vous allez préférer le discours de Zarathustra, qui, devant le pire, prend toute la valeur de son bien. Ou alors, le discours de la foule, qui, devant le pire, n'en aura même pas conscience. C'est à vous de voir si vous voulez suivre le discours de Tyler, qui, devant le pire du consumérisme, deviendra un homme libre. Ou alors, le discours du reste de la société, qui ira elle-même s'enfermer dans la cage du consumérisme. Après tout, ce ne sont pas les personnages principaux de leur histoire pour rien. Je conclurai avec une citation de Léon Tolstoï, qui nous disait « Là où il y a le plus de ténèbres, le bien brille plus fort. » Et à cela, j'ajouterai que dans les ténèbres, nous ne pouvons voir que les étoiles. C'est parce que les étoiles ne peuvent briller sans les ténèbres. Cher public et chers contradicteurs, quand la vie est douce et la route facile, quand le soleil brille et que tout semble visible, nous sommes tentés de croire que le bien se cache, qu'il ne peut éclore que dans les moments dramatiques. Pourtant, n'est-ce pas en ces instants bénis que notre cœur peut l'équilibre ou de court à son énormité et que les gestes de générosité sont autant de l'illimité témoignages de notre humanité. Aujourd'hui, je souhaite aborder la notion du bien dans son acceptation morale, plutôt que dans sa dimension matérielle. Le bien est intimement lié à la notion de vertu et de conscience morale. Face au tourment qui assèille le monde, certains estiment que le bien trouve sa valeur la plus haute dans la capacité de l'homme à le manifester dans les situations les plus critiques comme contradicteurs. Toutefois, est-ce réellement dans ces moments de détresse que le bien révèle toute sa grandeur? Ne peut-on pas également apprécier sa valeur dans les situations les plus ordinaires, dans les gestes simples du quotidien, qui, à leur manière, contribuent à faire de ce monde un endroit meilleur? La question de savoir si le bien prend
toute sa valeur dans le pire, et non plus complexe qu'il n'est pas. Le bien, c'est cette étincelle, cette force intérieure, capable d'irradier dans toutes les directions et de transcender les limites les plus obscures. C'est cette force qui pousse les hommes à se hisser au-dessus de leur santé égoïste, pour tendre la main à l'autre et prendre soin de lui, l'aimer, le respecter. Le pire, quant à lui, c'est cette ombre menaçante qui plane sur le monde, qui étreint les âmes les plus vulnérables, qui étouffe les rêves et qui fait couler les larmes. C'est cette force qui pousse les hommes à commettre des actes terribles, à semer la violence et la peur, à se détourner de la lumière pour se perdre. Mais alors, comment ce bien peut-il conserver toute sa valeur en dehors des moments de crise? Les valeurs morales, elles, sont les pierres précieuses qui ornent le collier de bonté, qui illuminent le chemin des hommes et qui guident leur pas vers un dépassement de soi. C'est la générosité qui inspire les cœurs les plus nobles, la compassion qui nourrit les âmes les plus sensibles, la justice qui apaise les conflits, et le courage qui brise les chaînes de la peur. Ces valeurs morales sont les garants de la pérennité du bien. Cette prise de conscience quant à la valeur du bien au sein de notre quotidien souligne l'importance de porter une attention particulière aux actions positives que nous devons accomplir chaque jour. Et je vais vous démontrer ici. Vous savez, cher auditoire, que la valeur du bien ne se révèle pas seulement dans les pires instants. Elle brille aussi dans les moments ordinaires de bienveillance. Le bien n'est pas uniquement défini par la présence du mal. Il brille de mille feux, indépendamment de tout élément fatal. La valeur du bien peut être appréciée indépendamment de la présence ou de l'absence du pire. Il serait donc pertinent de se demander, cher public, si le bien a de la valeur dans des contextes plus ordinaires, et pas seulement dans des situations exceptionnelles de crise. Pour tenter d'éclairer ma réflexion, je vous démontrerai que les actes de bien ont une valeur dans toutes les situations de la vie. Puis j'aborderai le bien dans les moments de crise ou de difficulté, car je conviens que c'est aussi dans le pire que le bien a de la valeur, mais pas toute sa valeur, et c'est là la nuance. Et enfin, j'évoquerai avec vous la nécessité de valoriser le bien dans les moments ordinaires, Le bien, cette flamme étincelante de l'âme, brille de mille feux dans les moments de bonheur et de joie qui se manifestent dans les sourires rayonnants, les étreintes chaleureuses. C'est là que les actes de bien ont toute sa valeur. Le bien se révèle dans les gestes de générosité qui organisent la vie de ceux qui en sont les témoins. Oui, dans ces instants d'allégresse, le bien apporte une saveur unique à la vie. Il se manifeste dans la célébration du succès et de réalisation, dans les reconnaissances de talents, de dons qui habitent chaque individu. Il est présent dans la gratitude ressentie pour les cadeaux offerts par la vie, pour les merveilles de la nature et pour les relations sincères et durables. Le bien, c'est l'ingrédient secret qui transforme les moments de bonheur en des souvenirs impérissables. Il est aussi un trésor qui embellit la vie de chacun, quels que soient les défis et les obstacles rencontrés. Il est la quintessence de notre humanité, le reflet de la beauté de notre âme. Il brille de mille feux dans les moments de bonheur et de joie. Le bien est un concept étroitement lié à l'éthique et à la moralité, guidant les actions humaines par des valeurs et des qualités animales. L'honnêteté, la compassion, la bonté et la justice en sont des exemples. Fondement de la conduite morale et de la vie vertueuse et de sans détour. En ce qui concerne les actions vertueuses, elles se caractérisent par le respect des préceptes moraux et éthiques, préservant ainsi les droits fondamentaux. Quant au fondement de la justice, il se reflète dans les valeurs nobles telles que la dignité de tout être humain, la bienveillance, la solidarité, pour ne citer que les Les actes de bonté sont des joies rares qui embellissent la vie en société et éclairent les cœurs de leur lumière. Ils sont la preuve tangible de la grandeur de l'âme, qui est capable de transcender les préjugés, les barrières et les limites pour se connecter à autrui. Ils sont le fil d'or qui tisse la confiance, l'harmonie, la fraternité entre les êtres, transcendant les différences culturelles, sociales, religieuses. Les actes de bonté
sont des graines de paix qui germent dans des sols fertiles, donnant naissance à des oasis de sérénité et de bienveillance dans des terres arides, de conflits et de divisions. Ils sont des témoins éloquents de la beauté de la vie, où chaque instant est une occasion de donner, de partager et d'aimer. Sandel, philosophe émérite, s'appelle à la question du bien, entre justice et morale, son esprit considérant. Pour lui, pas de définition universelle, mais des valeurs partagées. Les politiques doivent être discutées et débattues pour être bien inclus. Il met en garde contre l'individualisme moral, où seul son intérêt prime. Le bien doit viser la justice et le bien commun pour une société plus belle. Certes, les actes de bien peuvent être mis en lumière par les moments de crise ou de difficultés personnelles. Le débat nuit échappe au traducteur, et ce n'est pas là qu'il a toute sa valeur. Lorsque la nuit obscure de la vacuité s'abat sur lui, les actes de bonté et de compassion apparaissent, comme des étoiles scintillantes dans le ciel. Le philosophe Emmanuel Levinas nous dit « La vulnérabilité de l'autre est un appel qui s'adresse à ma responsabilité, à ma responsabilité pour l'autre. » Des exemples abondent dans l'histoire. Dans la Seconde Guerre mondiale, les individus tels qu'Oskar Schindler et Raoul Wallenberg ont risqué leur propre vie pour sauver les Juifs persécutés. Dans les moments de crise récents tels que la pandémie Covid-19, les professionnels de la santé, les enseignants et d'autres travailleurs des premières lignes ont fait preuve d'un acte de bonté exceptionnel en travaillant sans relâche pour protéger les services des autres. Leur implication et leur résilience pour maintenir le bien-être et la sécurité des personnes touchées par la crise ont été prouvées par tous. Cependant, la valeur du bien ne se limite pas à ces moments exceptionnels. Comme l'a souligné le philosophe américain William James, l'acte le plus petit, le plus humble, est aujourd'hui pour moi une vraie preuve de bienveillance. En période de guerre, de pandémie, même face à une maladie grave, à la mort, lorsque ces épreuves de la vie nous accablent de leur foi, que la maladie, la perte ou la crise nous submerge, notre âme peut sombrer dans les ténèbres de la détresse ou du désespoir. Les actes de compassion et de solidarité nous rappellent que nous sommes tous liés les uns aux autres, que nous partageons notre humanité commune et que nous avons tous besoin d'amour et de soutien dans les moments les plus difficiles. Parfois, un simple sourire, une parole réconfortante ou une présence bienveillante suffit à nous redonner un peu d'espoir, un peu de confiance. À d'autres moments, il s'agit de dons généreux, de sacrifices personnels, ou même de risques pris pour aider les autres. Je pense particulièrement aux pompiers et aux forces de l'ordre. Les actes de bien, dans les moments de crise, peuvent donc être comparés à des phares dans la nuit, nous guidant vers un village sûr, et nous rappelant que malgré les efforts que nous traversons, il y a toujours de la lumière, de l'espoir à trouver dans la bonté des autres. Pour ma part, il est primordial de valoriser le bien dans les moments ordinaires. Et les actes de bonté contribuent à la construction d'une société plus juste. Chaque acte de bienveillance est un témoignage de notre capacité à aimer et à prendre soin les uns des autres. Ce sont comme des éclats de lumière qui traversent l'obscurité de nos vies, ou comme une goutte d'eau dans un ruisseau qui se transforme en un torrent puissant capable d'emporter avec lui les pierres qui bloquent le chemin. La théorie de Schwartz explore les valeurs universelles qui influencent attitudes et comportements en toute culture. Elle permet de mieux comprendre l'impact des valeurs et comment elles guident les actions. Ce qu'on de bien ou de mal, c'est une évidence. Elles peuvent être aussi utilisées pour encourager des comportements socialement positifs et bâtir un monde plus juste et plus productif. En suivant la morale de Kant, nous pouvons voir que chaque acte de bonté doit être motivé par notre devoir moral envers les autres. Nous devons agir par respect pour la dignité et la valeur intrinsèque de chaque être humain, plutôt que par des motifs égoïstes ou intéressés. Ensemble, en semant des graines de bonté et d'empathie, nous pouvons créer une société plus juste et équitable, où chacun a sa place et où la solidarité est notre boussole. En valorisant le bien dans les moments ordinaires, nous inspirons et encourageons la société à agir positivement. Le bien, cette force invisible qui anime nos gestes
pouvons montrer que même les actes, aussi infimes soient-ils, peuvent avoir un impact significatif sur la vie des autres et la nôtre. Nous pouvons faire en sorte que ces gestes ne soient plus considérés comme insignifiants, mais qu'ils soient reconnus et valorisés. En valorisant le bien dans les moments ordinaires, nous pouvons également créer une culture de la bienveillance et de la solidarité, et ainsi montrer que nous ne sommes pas seuls dans ce monde, que chacun peut apporter sa contribution au bien. La valeur du bien dans les moments ordinaires est un appel à l'action de chacun d'entre nous. C'est dans ces moments souvent insignifiants en apparence que nous avons l'opportunité de semer les graines d'une société plus juste et plus humaine. Pour conclure, le bien, véritable et universel, peut se développer en toutes circonstances. Lorsqu'il est ancré dans des principes moraux intangibles, tels que la bienveillance que vous manifestez aujourd'hui par votre présence à la soirée des Tolkien. Pour atteindre ce bien, il est essentiel de nourrir une conscience éthique et guidée, qui nous incite à œuvrer pour le bien commun plutôt que pour nos propres intérêts. L'authenticité et la durabilité du bien dépendent de notre persévérance, de notre intégrité, qui doivent guider toutes nos actions et interactions avec autrui. Votre présence ici ce soir est la preuve même que le bien se manifeste en toutes circonstances. Et nous vous en sommes infiniment reconnaissants. Chère contradictrice, je vous félicite de votre plaidoirie. Lorsque vous l'avez rédigée, une citation m'est venue en tête. Puisque vous parlez énormément de la justice, c'est très noble de votre part, mais cela me rappelle une citation qui dit « Rendez le bien pour le bien et la justice pour le mal ». La question que je me pose, sous-jacente, c'est pourquoi vouloir une société plus juste? Cela se crée par effet de contraste, inéluctablement. Puisqu'il y a le pire, il faut que la justice soit rendue. Et c'est là où on rentre dans l'exemple de Machiavel, entre le pire et le moindre mal. C'est malheureusement le choix du commun des mortels. La justice est rendue par les hommes. De même que vous nous parlez d'un joli monde, très beau. Selon vous, il y a un bien qui existe indépendamment du mal. Il est autosuffisant. Je ne vous contredirai jamais là-dessus. C'est vrai, le bien existe indépendamment du mal. Mais prend-il toute sa valeur? Le contraste, c'est la technique qui est utilisée. Le pire est le projecteur du bien. Lorsque l'on voit le pire, qu'il y a l'obscurité, la lumière au bout du tunnel, c'est là où on se rend réellement compte de la valeur du bien. De même que, imaginons un monde idéal, un monde utopique, où, comme vous l'avez dit, tout est beau, les gens s'aiment, voilà, tout se passe bien. Je vous demande d'imaginer un monde comme ça, la première idée qui vous vient. Je vous en prie, pas le monde des bisounours. Bon, vous l'avez, c'est sûrement le paradis. Le paradis, c'est le monde qui, justement, est en contraste avec le nôtre, qui est souillé du vice, du péché originel. De même qu'il est également en contraste avec les enfers, qui est également le pire qui puisse exister. On vient purger tous nos péchés. C'est pour cela que la rédemption, notamment chez les chrétiens, est la plus belle. Car il y a eu le péché, ce qui met la lumière, met l'emphase sur le bien de la rédemption. Même la Bible dit « Il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. » Car le bien nuance le pire, et inversement, le pire nuance le bien. C'est une dualité qui existe. Il n'y a pas d'un côté le bien qui rayonne soudainement en autonomie et le pire qui n'entretient aucun contact. J'ai peut-être un dernier exemple pour vous contredire.
j'ai pensé tout de suite, c'est l'expérience de mort imminente. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cela. Ce sont des personnes qui sont cliniquement décédées. Et ces personnes-là, après cette période, sont revenues à la vie. C'est inexpliqué, on ne sait pas comment, mais ces personnes sont revenues à la vie. Et ces personnes racontent, elles témoignent qu'elles ont vu leur vie défiler devant leurs yeux. Elles ont vu la lumière au bout du tunnel. Elles se sont vues mourir à la troisième personne. Et lorsqu'elles sont revenues dans leur monde matériel, c'est là où elles ont réellement pris conscience de l'importance de la vie. Et ces personnes racontent qu'elles se sentent encore plus vivantes après cette expérience. C'est donc en ayant vu le pire, c'est-à-dire sa propre mort, que la personne prend conscience du bien de cette vie. Enfin, je vais vous embêter encore avec une dernière citation, parce que j'aime beaucoup. Le bien peut être le plus difficile à trouver, mais c'est lorsqu'il prend de la valeur dans le pire de nos jours que sa rareté brille de mille feux. Merci. Je vous remercie pour votre plaidoirie et votre contre-plaidoirie, chers contradicteurs, mais j'aimerais revenir sur quelques points. La question de savoir si le bien prend toute sa valeur devant le pire peut varier en fonction des perspectives et des expériences de chacun, des expériences individuelles. J'aimerais revenir sur votre définition du bien. Vous nous dites que le bien, c'est un idéal à atteindre. Je ne suis pas d'accord. Il est inexact pour moi de dire que je viens de dire que le bien, c'est le monde des bisounours. Non, je n'ai pas dit ça. Il est inexact aussi d'affirmer que c'est dans les pires moments que le bien prend toute sa valeur. Bien que cela puisse être vrai dans certaines situations, dans certains cas, il y a de nombreuses situations autres où nous apprécions réellement les choses positives de la vie, sans avoir à subir des moments de souffrance, des moments difficiles. Par exemple, lorsque nous sommes entourés de notre famille, de nos amis, lorsque nous voyageons, nous mangeons un bon repas convivial, nous devons prendre le temps d'apprécier ce moment, de prendre le temps d'avoir la valeur du bien que cela nous apporte. Chers contradicteurs, n'avez-vous pas la gratitude lorsque vous voyagez dans un endroit magnifique, lorsque vous mangez des plats délicieux ou même que vous soyez ici présents ce soir? Ces expériences peuvent être pleinement appréciées sans avoir à subir de la souffrance. Pour moi, la valeur du bien ne dépend pas du contexte, mais du mérite intrinsèque, de mon propre mérite. Nous avons apprécié tout ce qui nous apporte du plaisir, du confort, de la sécurité. Ce sont là des occasions de reconnaître toute la valeur du bien. Vous vous torturez l'esprit, chers contradicteurs. Apprécier la valeur des choses positives de la vie dépend de l'état d'esprit et des circonstances personnelles de chacun. Et ce n'est pas nécessaire d'attendre les moments difficiles pour apprécier la valeur du bien dans le quotidien. Je n'ai pas dit que le bien, c'est un chemin facile. Mais nous pouvons faire le choix d'être dans le bien au quotidien. C'est nos propres choix. Nous pouvons exprimer notre gratitude pour ces biens de manière continue, plutôt que de devoir attendre un moment de crise ou de souffrance. Vous savez, chers contradicteurs, les qualités positives telles que la gentillesse, l'empathie, l'altruisme, la générosité ont une valeur intrinsèque qui ne dépend pas des circonstances dans lesquelles elles sont mises en place. Les biens qui nous apportent de la joie, du bonheur, de la satisfaction dans les moments de calme et de prospérité ont une valeur. C'est une valeur en eux-mêmes. Vous l'aurez compris, ils contribuent à notre bien-être, indépendamment de toute situation de crise ou de difficulté. J'ai lu un article de Dorothée Morand-Condin qui explore les mécanismes qui permettent à l'être humain de s'adapter rapidement aux situations changeantes, qui s'intitule « Pourquoi l'être humain s'adapte-t-il aussi rapidement ?» Dans cet article, on se rend compte que parfois, ce ne sont pas des actes de bonté, mais plutôt un instinct de survie. Un instinct de survie qui nous pousse à agir parfois de manière égoïste ou à l'encontre de nos valeurs morales. Je ne sais pas comment vous faites pour définir le bien devant le pire. Il est difficile de reconnaître dans un contexte de crise, de chaos ou d'incertitude comment aider ou soutenir les autres
Qui choisir entre un enfant qui fait une crise d'épilepsie ou un enfant qui est en train de se noyer? Comment choisir dans ce moment de pire, de ce moment de crise? De plus, les distinctions entre le bien et le mal peuvent être brouillées ou même complètement effacées. Les gens peuvent avoir des opinions différentes sur ce qui est juste et injuste. Vous l'avez dit, vous l'avez très bien dit. Ce qui rend difficile la pratique de manière unanime. Et sur ça, on est d'accord. Les moments difficiles peuvent conduire à des réactions de peur, de repli sur soi, de méfiance, qui peuvent aller à l'encontre des valeurs de bonté et d'empathie. Des actes de bonté, de compassion, peuvent être perçus comme des signes de faiblesse même parfois. Dans des contextes de pandémie, par exemple, des personnes peuvent se montrer hostiles vers un groupe d'individus, considérés comme porteurs du virus, par exemple. Et j'ai pu l'observer, cette méfiance, pendant la Covid-19. Donc ce n'est pas forcément devant le pire que le bien prend toute sa valeur. Justement, il ne prend pas toute sa valeur. Et c'est là la nuance sur laquelle je veux appuyer aujourd'hui ce soir. On a pu tous observer qu'il y avait des surévaluations de biens au détriment de l'épanouissement personnel pendant la Covid-19. C'est-à-dire que nous attachons davantage d'importance à l'acquisition de biens matériels pour nous sentir en sécurité. Et cela entraîne à des négligences des aspects plus profonds et plus significatifs de la vie. Par exemple, lorsqu'on a vécu en pandémie ou en crise, ça peut développer de l'anxiété par rapport à l'alimentation. Ça nous pousse à stocker davantage. Et parfois, on le remarque, que le bien, et il peut se faire aussi dans les actes du quotidien. J'ai la gratitude d'être ici présente ce soir. Voilà. Je vous remercie. Merci à tous les deux pour vos très belles plaidoiries. Je pense que le jury est d'accord avec moi, même si nous n'avons pas encore délibéré. On peut déjà vous féliciter tous les deux pour la qualité de vos plaidoiries. Nous allons passer à la séance de questions. Les membres du jury, vous posez des questions tour à tour. Une question par membre du jury. Je vous laisse librement la parole, Madame la Présidente. Merci. D'abord, je voulais vous féliciter tous les deux pour la qualité de votre prestation. Et je sais que le sujet a été difficile. Vous êtes partis sur un terrain compliqué, un terrain philosophique, mais vous en êtes remarquablement sortis, et l'un et l'autre. Donc, toutes mes félicitations, je pense que tout a été parfaitement abordé dans les deux cas, puisque vous avez bien déterminé les sujets, les délimitant, les définissant. Tout ça a été ponctué de références littéraires, donc qui nous ont renvoyé qui vers Machiavel, qui vers Nietzsche. Chacun a bien ses références, en tout cas bravo. C'était de très grande qualité. Et moi, j'ai envie de poser peut-être une question à M. Guedin. Je voulais savoir quel sens vous donnez à l'engagement face au pire. L'engagement individuel, par exemple. Qu'est-ce que vous entendez par engagement individuel? L'engagement en politique, dans la justice, quand vous faites un choix personnel et que vous vous engagez dans la vie. Puisque votre discours était de dire que le bien s'accomplissait au regard du pire, ceux qui prennent un engagement au départ, comment est-ce que vous le concevez face au pire? Eh bien, l'engagement peut justement varier entre le bien et peut-être même sombrer dans le pire et moindre mal. C'est-à-dire que l'engagement, lorsqu'il correspond à nos valeurs, par exemple, nous n'allons pas trahir notre parti politique, je ne pense à aucun politique évidemment, nous sommes justement en train de perfectionner notre bien. Nous sommes en accord avec nos valeurs. Et c'est là où nous faisons le bien. Et justement, nous avons des opposants. Nous avons le pire qui est à côté. Et c'est justement pour faire rayonner nos valeurs qu'un combat va s'engager entre le pire, de ce qu'on pense de l'adversaire, et le bien que nous pensons de notre engagement. Si vous voulez que j'approfondisse, n'hésitez pas. Je pense que c'est bien, vous avez réussi à trouver une bonne réponse à la question que je vous ai posée. Je vous remercie. Merci.
Alors, je vous félicite aussi tous les deux, vraiment des prestations de qualité. Moi, j'avais encore une question pour Antoine, je suis désolée. Et Antoine, vous avez fait une présentation du pire et du bien assez quand même tranchée, par exemple avec votre exemple de mort imminente. Donc, vous considérez que la mort, c'est le pire par rapport à la vie qui est bien. Et ma question, c'est comment vous interprétez du coup les discussions que l'on a actuellement sur les réformes éventuelles sur l'aide médicale à mourir, au suicide assisté. Est-ce que pour vous, dans tous les cas, la vie est le bien et la mort est le pire? Alors, j'ai dit que la mort était le pire, puisque la mort, en elle-même, c'est la cassation. C'est la fin d'une chose. C'est la fin d'une vie. Mais ce qu'il y a après la mort, c'est là où on trouvera le bien. Du moins, selon la doctrine catholique. Ensuite, excusez-moi, vous le disiez bien sur les hôpitaux, c'est ça? Excusez-moi, en fait, je voulais vous demander quel était votre point de vue sur les personnes qui demandent à mourir. Ah, très bien, sur l'euthanasie. Du coup, pour eux, le bien, c'est peut-être de mourir par rapport à la vie. Eh bien, dans une perception personnelle, je dirais que oui, car c'est une vie de souffrance qu'elles endurent, qui dure parfois des mois, des années, et c'est peut-être là où, effectivement, mettre fin à cette vie, c'est peut-être un soulagement, à la fois pour la personne, mais à la fois pour les proches. C'est peut-être là où le bien, justement, est de laisser cette personne qui est consentante à mourir, rappelons-le, la laisser tout simplement s'éteindre. Merci. Alors, quand même, je voudrais féliciter les deux candidats pour leur prestation et la qualité, effectivement, de leur art de l'éloquence. Moi, j'avais une question, mais c'est pareil, j'étais... Très bien. À la rigueur, tu peux être transposable, mais c'est... Moi, je veux savoir, puisqu'on relativise et qu'on lit, que vous dites évidemment le bien et le pire, pensez-vous donc que justement la guerre en Ukraine est un moyen de valoriser les actions bénéfiques qui sont réalisées socialement? Eh bien, je dirais de même que pour les médecins et les infirmiers qui méritent des applaudissements, les personnes qui se battent pour leur liberté, pour leur patrie, méritent également des applaudissements. Pour elles, leurs valeurs personnelles sont leur propre bien. Et il n'y a rien de dommageable à se battre pour sa patrie, tout simplement. Si vous voulez que je précise, encore une fois. Non, très bien. Bien, alors je vais me tourner vers Maître Le Petit. J'espère que vous avez une question pour Madame Leclerc. Bonsoir, bravo à tous les deux pour vos très belles plaidoiries. Vraiment, la qualité est impressionnante. Bravo à tous les deux. Madame Leclerc, question pour vous. Si pour vous le pire n'est pas nécessaire pour apprécier le bien, comment expliquez-vous que l'homme a quand même cette fâcheuse tendance assez naturelle à se rassurer face au pire? Moi, je suis pas de cet avis. Enfin, je suis pas comme ça, en tout cas, dans ma vie de tous les jours. Mais je peux comprendre que certaines personnes se rassurent en étant dans le pire, dans le stress, dans la culture dans ce mal en fait perpétuel, dans cette torture. Mais moi, je suis pas de cet avis. Je suis plutôt dans la gratitude de la vie, cultiver le bonheur, savoir favoriser le bien-être mental, ou encore apprécier davantage les moments quotidiens de la vie. Mais je peux comprendre que certaines personnes ont un contexte social. On n'a pas tous le même état d'esprit, les mêmes expériences de vie. Et c'est en cela que certaines personnes agissent d'une manière et d'autres agissent d'une autre manière. Donc voilà, c'est en fonction de ces expériences-là qu'on peut comprendre pourquoi une personne est plus amenée à vouloir se réconforter dans le pire, dans ce tourbillon un peu du mal. Alors, bravo à tous les deux. Donc, ma question, c'est à Mademoiselle Leclerc.
J'ai été très flattée, je pense que le public également. Ma question n'est pas forcément très sérieuse. J'ai été très flattée, donc je pense que le public également, par le terme de bienveillance qui a été utilisé à notre rencontre. Certes, je pense que nous sommes tous des gens de bien, avec, selon nos niveaux sociaux, plus ou moins bien. Mais qu'est-ce qui vous fait dire que là, nous sommes venus tous avec une attitude de bienveillance? Et peut-être qu'après tout, nous sommes venus juste pour, par curiosité, pouvoir souffrir. Alors moi, je soutiens l'idée que vous êtes dans la bienveillance, de par votre sourire, de par votre présence ici ce soir, à nous poser des questions, à prendre votre temps, en fait, tout simplement, à même nous féliciter à chaque fois que l'un prend la parole lors des questions, même à la fin de notre contre-plaidoirie, vous applaudissez tous, ou même notre plaidoirie. C'est là les actes de bienveillance pour moi. C'est à ces instants-là que vous éprouvez envers nous des moments, enfin de la bienveillance, de la générosité. Et puis vos regards, voilà, vos regards et vos sourires sont la preuve même. Merci. À mon tour de féliciter, je suis impressionné par l'aisance oratoire, l'aisance gestuelle. À votre âge, je ne suis pas capable de faire ça. Et je ne suis pas sûr d'être d'ailleurs capable à mon âge de le faire encore. J'ai une question pour Erwan. Vous avez défini le pire par rapport au bien et vice-versa. Nous sommes en 2023. Quelle est, à votre avis, la pire chose qui nous arrive aujourd'hui dans notre société? Et donc en miroir, quelle est la meilleure chose qui nous arrive? Alors c'est une question qui est extrêmement personnelle. C'est-à-dire que le pire pour une personne, ce sera par exemple le 49.3. Ou alors, le pire pour une autre personne, ce sera, je ne sais pas, de ne pas pouvoir aller au ciné ce soir. Voilà. Chacun a sa définition du pire, mais... Et donc du coup, c'est un rapport avec le meilleur, c'est cela? Comment? La vôtre. Ma version du pire. Je pense que le pire se décline en énormément de notions. Je ne pense pas qu'il y ait un pire, mais comme je l'ai dit, le pire varie en fonction des situations. Dans une situation à un instant T, mon pire sera une chose, le 49.3. Dans une autre situation, le pire sera autre chose. Ne pas aller au ciné, bon peut-être pas, mais ça va aller. Voilà, le pire et le meilleur, désolé de vous décevoir, mais je vous répondrai un peu la même chose. C'est le meilleur est en fonction d'une situation donnée. Le meilleur, c'est une sensation qu'on a après un bon effort physique, après avoir fait notre plaidoirie. C'est peut-être là le meilleur qui correspond à chacun de nous. Merci. Alors, je vais rétablir le déséquilibre qui n'est pas si grand. Alors, même de le fait de vous poser une seule question. Mais c'est une question particulière, donc je trouve qu'elle en vaut bien deux. Il va falloir que vous changiez un petit peu les termes du sujet. Vous avez envisagé le bien dans son acception morale, et vous aviez raison de le faire compte tenu de l'intitulé du sujet. Je voudrais que vous envisagiez cette fois-ci le bien en tant que chose qu'on peut posséder. Ensuite, je vous invite à méditer. Vous avez l'un et l'autre cité de très beaux auteurs. Moi aussi, j'ai de très belles références. Et donc, je voudrais que vous méditiez sur les propos de Maître Gims. Le pire, c'est le silence des autres qui font semblant d'hésiter. Voilà, donc les deux premiers éléments, le bien, la chose que l'on peut posséder, le pire et le silence des autres qui font semblant d'hésiter. Et maintenant, je voudrais que vous imaginiez une vente aux enchères. Et compte tenu de ces trois éléments, dans le cadre d'une vente aux enchères, est-ce devant le silence des autres qui font semblant d'hésiter que le bien prend toute sa valeur?
Alors si l'on prend la problématique dans le sens du bien matériel, le bien de la chose, le bien matériel n'est pas nécessairement toute sa valeur lorsqu'on fait face au pire, pour moi. Les situations de crise, les pertes, les dangers peuvent remettre en question les priorités des individus. Là, vous nous prenez la citation de Maître Gims. Est-ce que vous pouvez juste me la répéter? N'oubliez pas le contexte, c'est la vente aux enchères. Donc, l'enjeu, c'est de faire monter les enchères, donc de faire prendre de la valeur au bien. Et la citation de Maître Gims nous dit que le pire, c'est le silence des autres qui font semblant d'hésiter. Et donc, dans ce cas, lorsque les autres font semblant d'hésiter, le bien prend-il toute sa valeur? Alors, lorsqu'ils font semblant d'hésiter dans les enchères, je pense que oui, le bien prend toute sa valeur. Parce que y a d'autres personnes qui ne vont pas hésiter à vouloir l'acheter et ils vont pas rester dans le silence. Je pense que ce silence-là, il va être pour certaines personnes, mais il ne va pas être pour toutes les personnes qui sont présentes aux enchères. Donc pour moi, les personnes qui vont... on n'a pas besoin d'un silence pour lever la main et pour dire j'ai envie d'acheter ce bien-là. Donc je pense que c'est pas parce qu'il y a un silence lorsque je lève ma main et que je suis prête à acheter ce bien-là qu'on est face au pire. Bien, je vous remercie. Nous allons nous retirer.